Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle lecture de texte. Ça fait 3 semaines de suite que je le fais et honnêtement je ne m'en lasse pas. J'adore découvrir un petit peu tout ce que vous pouvez imaginer comme récit pendant les semaines de concours sur le serveur. Donc le jeudi c'est un petit peu le rendez-vous où je peux montrer mes coups de cœur, donc je ne vais pas m'en priver. Je vous mets comme d'habitude le lien du serveur Discord dans la description. Si vous voulez participer au concours d'écriture, il y en a un par semaine. Et je mets en avant certains textes, voilà le jeudi, mes petits coups de cœur. Nous avons 3 textes pour aujourd'hui, donc je propose d'attaquer tout de suite. Je vous lis le sujet d'abord, comme d'habitude sur mon petit portable. Vous avez le cœur au bord des lèvres, des gouttes de sueur perlent sur votre front, vos pupilles sont dilatées. Vous vous retrouvez face à la fatalité de cette prophétie inattendue. Que révèle-t-elle sur votre avenir? Allez-vous laisser le destin décider pour vous, ou bien allez-vous le prendre en main? Voilà, pour ça, j'ai sélectionné 3 textes. J'ai eu beaucoup de mal à choisir encore une fois. Il y a eu énormément de merveilles. C'est incroyable ce que vous pouvez écrire. Mais j'ai pris ces 3-là parce que c'est 3 façons d'aborder le sujet très différentes. Et j'ai pas pu trancher. Honnêtement, mes modos encore une fois peuvent en attester. J'ai hésité longtemps. Donc voilà, allons-y tout de suite parce que ça fait déjà longtemps que je parle comme d'habitude. Le premier texte a été écrit par Poulet. Et oui, c'est son pseudo. Et on l'attaque tout de suite. Il aurait été facile d'un premier coup d'œil de qualifier la salle de silencieuse. Il est vrai qu'elle pouvait paraître l'être pour un simple passant, pour quelqu'un qui ne comprenait pas tous les enjeux qui se jouaient en ce moment. Si l'on prêtait attention aux doigts de ces femmes qui tournaient inlassablement leurs bagues autour de leur annulaire dans un geste apaisant, si l'on accordait un regard à ces pieds si stressés qu'ils pointaient l'un vers l'autre, si enfin l'on avait l'ouïe assez fine pour écouter les battements de cœur des gens présents, on saurait qu'il n'en était rien. La salle était pleine de peur et d'appréhension, le tout sur un fond de tambour. Chaque nouvel entrant était épié. S'il portait une blouse blanche, on se redressait pour montrer bonne figure, espérant en vain que cela aiderait à mettre fin au châtiment plus rapidement. S'il n'en portait pas, il s'asseyait sous une dizaine de regards lourds de jugement. On ne savait pas qui il était, encore moins ce qu'il allait devenir. Aucune raison, donc, de montrer ne serait-ce qu'une pointe de compassion à son égard. C'est dans cette ambiance pesante que le médecin Straun entra. Il avait l'allure de celui qui cherche à se montrer plus confiant qu'il ne l'est vraiment. Le dossier sous le bras, bien serré pour être certain de ne pas le laisser échapper, il avait ouvert la porte d'un coup, d'un seul et avec un peu trop de force. Elle se serait arrêtée sur le genou d'un des patients si celui-ci ne s'était pas décalé de quelques centimètres dans un glapissement furieux. Ignorant le regard plein de reproches de celui-ci et ceux de tous les autres présents dans la salle, il fonça en trop grande enjambée vers le seul qui ne le dévisageait pas. Il attendit ainsi une seconde, puis 2. Le garçon ne relevant pas la tête, il déglutit mal à l'aise et entama du ton le plus monocorde possible. Monsieur Martin Pravelin, nous avons les résultats. Devant l'absence de réponse de son interlocuteur, Straun reprit une grande bouffée d'air. Vous avez été déclaré déviant. Veuillez vous lever et me suivre. Puis les yeux suppliants. Je vous prie de ne pas faire de vagues. L'homme de presque 40 ans était assis à son bureau. Ses doigts pianotaient sur le bois de celui-ci. Cela faisait déjà une demi-heure qu'il était en pause, mais rien n'y faisait. Il n'arrivait pas à se calmer. Il revoyait les pupilles du patient Pravlin qui se dilataient de terreur, et le dégoût qui s'était tout à coup lu sur le visage des spectateurs. Ça aurait pu être eux, et pourtant, aucun n'avait fait le moindre geste dans sa direction. Il savait qu'il vivait ces derniers instants, que la déviance menait à la mort, mais au lieu de soulager son esprit, ils avaient tous préféré s'agglutiner dans un coin de la pièce, le plus loin possible, et l'injurier. Ce n'était encore qu'un enfant, 20 ans à peine. Mais s'il avait été déclaré déviant, c'est parce que les tests avaient révélé que, vivant, il aurait tué un être de sang-froid dans la rue, 7 ans plus tard. Straun se prit la tête entre les mains. De ses 9 ans de carrière à peine dans le secteur, il n'avait encore jamais dû déclarer qui que ce soit de 20 ans déviant. C'était la première fois. Indéniablement, cela le ramena presque 20 ans plus tôt, quand lui-même attendait les résultats de ses premiers examens. Il en transpirait d'effroi. Sa chemise s'était collée à son dos et au dossier, son pantalon à l'assise. Il craignait alors le pire. Comme tout le monde, il croyait qu'il allait mourir ce jour-là. Si ça n'avait pas été à cause de l'exécution, ça aurait été de crise cardiaque, il en était persuadé. Mais non, le médecin l'avait rejoint et l'avait amené à part. Ses résultats étaient, semblait-il, impressionnants. On lui avait expliqué que la machine donnait avec précision l'avenir d'une personne sur 20 ans, ou tout du moins ses actes les plus répréhensibles, la trajectoire générale de sa vie. La sienne de vie avait apparemment été si limpide qu'elle avait pu être prédite sur 40 ans. Le soulagement avait été immense. La pression redescendant, Straun, alors âgé de 20 ans à peine, s'était uriné dessus. Mais ni la chaise, ni la crise cardiaque n'ayant eu raison de lui, il avait accueilli ce petit souci avec un grand éclat de rire et une petite tape amicale sur l'épaule du médecin. Le Straun des 20 ans de plus frémit. Le lendemain, il allait avoir 40 ans. Il allait devoir repasser ses fichus tests, comme tout le monde. Et même s'il en connaissait déjà l'issue grâce à sa vie parfaitement lisible, il n'arrivait pas à voir ce moment comme autre chose qu'une torture.
et dire qu'il était devenu le bourreau. Strawn regarda l'horloge. Il ne lui restait que 15 minutes de pause. 15 minutes de la précieuse heure d'après qui leur permettait de ne pas sombrer dans la folie après avoir envoyé quelqu'un à la mort. 1 heure pour laisser libre cours à ses émotions, pleurer, crier, jurer, prier, et puis se reprendre, soi-même et sa blouse. 1 heure pour garder l'humain qui existait en chacun d'entre eux et l'empêcher de devenir insensible face à la mort. Mais aujourd'hui, 1 heure, ce n'était pas suffisant pour Strawn. Comme il ne voulait pas se remettre au travail sans être opérationnel à 100%, il prit le dossier du patient Pravlin et commença à le déchiffrer. Il lui avait été donné par son patron juste avant qu'il n'aille chercher le déviant. Aussi n'avait-il pas encore eu le temps de le parcourir. Or, il savait que voir de ses propres yeux l'horreur dont ce gamin était capable l'aiderait à se sentir lui-même moins coupable. La première page contenait les informations civiles de l'individu. Son nom, son prénom, celui de sa mère, son adresse. Strawn s'interdit de s'y appesantir. La simple vision survolée d'une photographie de la mère de famille l'imprégna de remords. Il s'empressa de tourner la page. Celle-ci était centrée sur l'enfance du patient. Il tourna une nouvelle page, puis encore une, et une autre à nouveau. Rien. Juste un seuil de probabilité de déviance important, sans aucune mention d'une quelconque victime assassinée dans la rue. Il reprit le dossier du début et se força à en lire chaque ligne, sans exception. À la fin de sa lecture, le constat n'avait pas changé. Rien n'indiquait qu'il allait tuer quelqu'un dans la rue 7 ans plus tard. Rien n'indiquait qu'il était un déviant. « Professeur Clark, patron !» Strawn s'arrêta dans un dérapage plus ou moins contrôlé à la hauteur de celui-ci. Il avait couru dans tout le bâtiment pour le retrouver et sa course effrénée le laissant suant et à bout de souffle. Si la situation n'était pas aussi urgente, il aurait probablement vu dans cette fatigue une démonstration de son manque de conditions physiques et se serait ajouté quelques séances sportives au planning. Mais son esprit était occupé à toute autre chose. « Qu'y a-t-il, médecin Strawn ?» Son ton posé contrastait affreusement avec celui empressé de son collaborateur. « Professeur, c'est terrible. On a envoyé un innocent à la mort. Il faut arrêter la cérémonie et empêcher ça !» Sans se départir de son calme légendaire, le professeur Clark entraîna Strawn dans une pièce à l'écart. Celui-ci n'en pouvait plus. Toutes ces précautions étaient inutiles et ne constituaient qu'une perte de temps pour sauver l'innocente victime. « J'ai lu le dossier du patient Pravlin, et en long, en large et en travers. Martin n'est pas déviant, on s'est trompé, il faut aller le chercher !» Clark ferma la porte derrière eux, et alors que Strawn le pressait de réagir, il prit tout son temps pour lui faire face. Il avait l'air sévère, autoritaire, presque un peu déçu aussi, à la manière d'un parent qui apprend que son enfant chéri a fouiné là où ça ne le regardait pas. La solennité de l'instant coupa, sans qu'il ne comprît bien comment, Strawn de toute envie de répliquer. Il attendit alors. Le patient, Martin Pravlin, a été déclaré déviant. N'est-ce pas ce que je vous ai dit avant que vous n'alliez le chercher ? Son regard mettait Strawn mal à l'aise. Il se sentait tout à coup jugé. Mais il savait ce qu'il avait lu. Je vous assure qu'il y a erreur. Je l'ai lu, le dossier, professeur. Martin est à peine jugé patient à potentiel de déviance élevé. C'est loin d'être un futur criminel. Clark ne répondit pas. Pire, Strawn crut voir une ombre sombre passer dans ses yeux. Il se crut alors obligé de rajouter. Enfin, pour les 20 ans à venir, c'est pas un criminel en tout cas. Et moi je vous dis qu'il n'y a pas d'erreur. Ce garçon aurait fini par mal tourner. Professeur, je vous dis qu'il n'y a aucun problème dans ce dossier. Strawn se figea. Il ne comprenait pas pourquoi son patron, le savant professeur Clark, s'obstinait ainsi sans même relire le dit dossier. Devant son air désemparé, Clark soupira profondément et entreprit de se masser les yeux. Après une longue minute, il releva la tête et le fixa sans détour. « Médecin Strawn, vous êtes un bon élément. Je crois pouvoir vous mettre dans la confidence. Certes, le patient Pravlin n'a pas été jugé déviant. Cependant, son taux anormalement élevé de déviance potentielle, mis en relation avec le profil de l'individu, enfin surtout celui de son père, porte à croire que son avenir ne peut être que sombre, peu pertinent pour la société, voire même dangereux pour l'harmonie du peuple. » Une mouche passa. « Vous comprenez donc le bienfait que la mort de ce garçon apporte à notre monde. Une petite triche n'a jamais tué personne. Enfin !» Il avait le cœur au bord des lèvres. Le détachement avec lequel son modèle lui avait dévoilé la vérité était glaçante. S'il avait su qu'il existait de telles magouilles dans son domaine, qu'il croyait pour le bien de tous, il ne se serait jamais engagé dans cette branche. En pensant qu'il avait pu malgré lui contribuer à des décisions arbitraires de la sorte, à des exécutions effectuées par envie plus que par nécessité, il sentit la bile lui remonter l'œsophage. Il eut juste le temps de tirer une poubelle à lui avant de vomir ses tripes. Il pleurait en même temps. Il vécut en boucle la rapide conversation qu'il avait entretenue avec son patron. Il avait la nausée. En sortant de cet entretien hallucinant, il avait bien tenté d'appeler le pôle chargé de l'exécution pour l'empêcher, mais il était trop tard.
Et puis, quoi bon? Il se serait fait virer et Martin aurait tout de suite été renvoyé sur la chaise. Tout à coup, un détail lui revint en mémoire. Le professeur Clark avait parlé du père de Martin comme un point décisif du dossier. Et pourtant, il n'en faisait pas mention dans celui qu'il avait pu lire et relire plusieurs fois. En sachant pertinemment qu'il n'allait pas aimer ce qu'il allait découvrir, il se mit en quête d'informations sur le géniteur de son ex-patient. Quand il mit enfin la main dessus, l'effroi qu'il ressentait devint encore plus intense. Le père de Martin avait été exécuté à tort suite à un échange malencontreux de dossiers et une vérification peu scrupuleuse avant l'envoi de la décharge. Effectivement, cela avait de quoi changer un homme et augmenter son taux de déviance. C'est lorsqu'il se fit secouer dans tous les sens qu'il finit par se réveiller. Il puait, avait les yeux collés de larmes séchées, et il se sentait mal. En se redressant, il comprit qu'il s'était endormi dans les paperasses sur son bureau. Il n'avait pas quitté son lieu de travail et avait continué les recherches jusque tard dans la nuit. « Bon anniversaire! 40 ans, ça se fête !» Strawn se frotta les yeux et leva la tête vers celui qui l'avait tiré de son sommeil. Le professeur Clark. Un profond dégoût faillit le faire vomir à nouveau. Il retint son sursaut de justesse. Avec un sourire hésitant, il répondit sobrement « Merci ». Le professeur éclata de rire, le prit par le coude pour le lever et l'entraîna vers la sortie. « Allez mon grand, c'est l'heure de vos examens !» À ces mots, Strawn inconsciemment freina des quatre fers. Il ne voulait pas les passer, pas après tout ce qu'il avait découvert la nuit précédente, pas après toutes les injustices qui avaient eu lieu dans le même bâtiment. Le professeur dut le sentir ralentir car sa poigne se fit plus forte, plus pressante. « Voyons, médecin Strawn, ce n'est qu'un examen de routine pour vous. On connaît déjà votre avenir. Vous ne devriez pas avoir peur ainsi. » C'était vrai, ce passage n'était qu'une formalité. Strawn reprit contenance et se laissa guider. Il ne risquait rien, il n'était pas déviant, pas même un seul pourcent. Cela faisait quelques longues minutes qu'il attendait. Se retrouver dans la salle d'attente, là où ses patients habituels l'attendaient lui, était déstabilisant. Ça lui donnait la mauvaise impression qu'il avait été sous-gradé ou licencié. Aussi, lorsqu'il vit le professeur en franchir le seuil et se diriger vers lui, il fut envahi par le soulagement. Il allait pouvoir quitter cette ambiance malsaine, enfin. Professeur Clark se posta devant lui. Un grand sourire sur les lèvres, il commença. « Monsieur Levi Strawn, nous avons les résultats. » Strawn sentit le sourire poindre. Il ne chercha pas à le rattraper et le laissa s'épanouir au nez à la vue de tous. « Oui ?» Les yeux du professeur brillèrent. De malice, de complicité. « Vous avez été déclaré déviant. Veuillez vous lever et me suivre. Je vous prie de ne pas faire de vagues. » C'est beaucoup trop stylé. Quand je l'ai lu la première fois, j'étais en mode... Oh, tu le sens venir. Enfin, moi, perso, je l'avais senti venir la fin, mais c'est tellement bien amené. J'ai été conquise. Donc voilà, je me sentais obligée de vous lire ce texte. Donc un grand clap à Poulet. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire comme d'habitude. J'ai adoré personnellement. On change complètement de genre pour le second texte, qui est celui de Chemi. La traversée de l'âme. Nous marchons sans savoir où nous allons. On se dit que la seule chose à faire est d'emprunter le chemin de notre destinée, son existence nous motivant toujours à avancer. Cette chaîne invisible, semblant infrangible, m'entraîne aux côtés d'un garçon qui me semble tout à fait inconnu. Cependant, je crois que si je suis encore en vie à ce moment précis, c'est bien grâce à lui. Nous sommes assis, entourés d'arbres massivement feuillus, sur un tronc rempli de mousse, posé pour nous comme un banc en pleine forêt. Je ne dis rien et le regarde en plongeant mon regard dans ses yeux d'émeraude, brillant comme 1000 étoiles dans le ciel d'une nuit d'été. J'y vois comme mon image se refléter. Qu'y a-t-il ? Nous sommes perdus dans les bois, alors je... Non, nous ne sommes pas perdus. Saul sourit, d'un air si pur et innocent qu'il me paraît inconcevable de ne pas boire ses paroles, tel un assoiffé se voyant offrir un bon verre d'eau qu'il ne pourrait nullement refuser. Je me lève alors, tentant de scruter les alentours et essaye de plonger mon esprit dans mes souvenirs flous et inexistants. Je ne me rappelle même plus de mon nom, et je ne sais pas ce que je fais ici. Mes souvenirs ne reprennent qu'à partir du moment où Saul m'a trouvé allongé, là, sur un tas de feuilles d'arbre qui enveloppait presque tout mon corps. Il n'a pas l'air déstabilisé par la situation, au point où je me demande s'il n'est réellement au courant de rien. Je ne me rappelle pas de mon existence, mais je suis certaine qu'il est une habitude pour moi d'être peureuse et angoissée, puisque je sens quelques gouttes de sueur froide me chatouiller suavement le corps jusqu'à m'en donner quelques frissons. Je vois Saul arriver vers moi et me prendre la main, que je décide de serrer fort pour combattre mon effroi. Je commence à marcher, suivi par le pas léger de mon compagnon de route. Au bout de quelques minutes de marche, je me décide enfin à ouvrir la bouche. « Saul, est-ce que tu sais où nous sommes ?»« Oui, je le sais. » Je m'arrête brusquement, le visage en décomposition. Il me regarde d'un air interrogateur, comme si sa réponse avait été évidente pour nous deux.
Tu es sérieux? Saul, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On est où? Je peux pas te le dire. Je lui lance un regard noir et lui serre la main si fortement que j'en espère lui broyer les phalanges. Comment pouvait-il nous laisser marcher ainsi alors qu'il savait pertinemment où nous étions? L'expression de son visage reste inchangée, comme s'il ne ressentait pas la douleur. Mais Saul, qui es-tu? Et qui suis-je? Il ne répond pas et s'approche de moi, frottant délicatement son front au mien, les yeux fermés. Il commence à me serrer dans ses bras et je ressens une aura prenant possession de moi, me faisant fermer les yeux à mon tour et ressentir un calme, une douceur indescriptible que je n'avais auparavant jamais connue. J'entends alors comme une mélodie, une berceuse, une douce chanson venant caresser mes tympans. Souviens-toi, ma chérie, des moments de joie. Souviens-toi de ta vie, de tous tes émois. Je t'en prie, reviens-nous, ne nous abandonne pas. Ma chérie, ma puce, ma fille à moi. Saul, qu'est-ce que c'était? Un message. Comment ça, un message? Je peux rien te dire, pas pour le moment. Il s'écarte de moi et pose ses mains sur chacune de mes épaules. Son visage laisse transparaître sa volonté et sa gentillesse. Il me sourit et me chuchote à l'oreille. Ferme les yeux et concentre-toi. J'exécute sa demande sans poser de questions, comme si naturellement j'avais une totale confiance en lui. C'est alors que je commence à entendre quelque chose, un bruit redondant qui retentit dans ma tête comme une sonnerie. Bip, bip, bip. Saul, qu'est-ce que ça veut dire? Les battements de mon cœur commencent dangereusement à s'accélérer, leur mélodie passant de lento à presto. Je commence à m'emporter et à élever la voix. Saul, dis-moi ce qui se passe, tout de suite! Je sens ses mains quitter mes épaules. J'ouvre immédiatement les yeux et je me retrouve seule, plantée ici. Seulement, Saul n'est pas le seul à avoir disparu, car la route qui se trouvait derrière nous a complètement laissé place à un vide, un sombre néant. Je n'entends plus rien à part cette sonnerie qui est en train de me ronger l'audition. Je tente tant bien que mal de me boucher les oreilles à l'aide de mes mains, seulement c'est comme si ce bruit provenait du plus profond de mon âme. Je regarde ce vide se rapprocher peu à peu de moi, comme si j'étais sa proie et que mon heure allait bientôt venir. Je n'ai quasiment pas le choix. Je dois fuir ou bien rester ici et me faire emporter par ce trou noir dévorant tout sur son passage. J'ai envie de tomber à genoux et de me laisser engloutir. Cependant, l'envie qui m'est la plus irrésistible est de savoir à qui appartient cette voix si douce et rassurante que j'ai entendue. Et Saul qui n'est plus là, pourtant je ne dois pas abandonner. Je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je ne suis pas une lâche. Alors je commence à emprunter le chemin étroit de la forêt, devenu sombre et lugubre devant moi. Je dois retrouver mon identité et cette personne à la voix d'or. Je dois retrouver Saul. Saul. D'un seul coup, je me rends compte que jamais il ne m'avait dit quel était son nom, comme s'il avait été évident pour moi de le savoir. J'avais l'impression de le connaître mieux que n'importe qui, sans réellement savoir quoi que ce soit à propos de lui. Je crois bien simplement sentir une chaîne dorée nous relier, lui et moi. Et ce n'est pas une forêt, aussi sombre soit-elle, qui m'empêcherait de percevoir la lumière de ce lien qui m'entraîne jusqu'à lui. Je commence alors à marcher d'un pas sûr et déterminé. Le paysage qui m'entoure s'éclaircit, m'indiquant avoir trouvé la bonne voie. Je sors enfin de cette forêt. Il y a devant une porte, et à ses côtés se trouve Saul, mon ange gardien, grâce à qui j'ai pu arriver jusqu'ici. Tu as compris? Ouais. Il te reste maintenant une dernière chose à savoir avant de partir. Je ne le laisse pas terminer et je me jette d'un réflexe machinal dans ses bras. C'est comme si lui et moi ne faisions qu'un. Il sourit et me caresse les cheveux d'un geste délicat et rassurant. Tout se passe très vite. J'accepte cette destinée et je suis prête à passer cette porte, me permettant de continuer ma vie ainsi que tout ce qu'il me reste à accomplir. Tu vas oublier ce qui vient de se passer. Oublier mon nom et qui je suis. Tu vas retrouver la mémoire, retrouver ces personnes qui tiennent à toi, qui t'aiment plus que n'importe qui. Tu vas continuer ta vie comme si de rien n'était. Mais sache que je serai toujours là pour veiller sur toi. Je serai toujours présent pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Et lorsque tu seras au bord du gouffre, sache que cette chaîne qui nous relie, toi et moi, t'éclairera et t'évitera de tomber, t'aidera à te relever, pour que chaque jour tu continues à avancer. Je traverse cette barrière de l'oubli. Tout redevient flou, noir, puis coloré. Je sens monter en mon esprit un arc-en-ciel de souvenirs. Où suis-je? Que s'est-il passé? J'ouvre les yeux allongé dans ce lit d'hôpital, ces personnes à mes côtés, ma famille, ma mère adorée. Je ressens cette aura de joie et de réconfort qui m'entoure, ainsi qu'un regard apaisant se poser sur moi et qui me fait sourire, sans que je ne sache pourquoi. Iris, maman, j'ai entendu ta chanson.
Oh, rien qu'en lisant, j'ai envie de pleurer. Ce texte-là, j'étais obligée de le mettre. La première fois que je l'ai lu, j'ai pleuré à la fin. Voilà, franchement, il m'a trop touchée. J'ai trouvé qu'elle avait su mettre toute l'émotion nécessaire, beaucoup de poésie. Le passage à la fin entre Iris et l'ange gardien est super touchant. C'est un texte qui donne espoir, qui donne confiance, et c'est une des rares personnes à avoir utilisé la prophétie comme quelque chose de positif. Donc j'ai adoré. C'est vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. Merci Belle Chemie, merci beaucoup. Le dernier texte que j'ai choisi a été écrit par Delwyn. Elle a précisé en prémention, en prologue, qu'un de ses personnages s'appelait Kaleum, voilà, ça se prononçait Kaleum, et elle a mis cette petite prophétie que je vous lis, et puis après on attaque son texte. La prophétie dit « Par le feu et le sang tu régneras, à ton pouvoir absolu la terre tu soumettras, et quand l'heure sera venue, les dieux eux-mêmes s'inclineront devant la puissance de tes actions. L'homme s'élèvera parmi les divins. » Kaleum faisait tournoyer son épieu gracieusement au-dessus de sa tête, fendant l'air par ses coups rapides et précis. Galia, elle, avait laissé un œil curieux parcourir les muscles du corps crispé de son ami, qui ne cessait d'enchaîner des mouvements depuis quelques heures. Elle esquissa un sourire gêné lorsque leurs regards se croisèrent et fit mine de reprendre sa lecture. « Tu ne veux pas t'entraîner » interrogea le jeune homme sans perdre de vue son objectif. « À quoi bon? Tu sais parfaitement que je ne défilerai pas lors de la cérémonie, lâcha-t-elle dans un soupir. Certes, mais je serais ravie d'avoir une adversaire à ma taille. Il lui adressa un clin d'œil malicieux. Se redressant, elle laissa choir son bouquin dans l'herbe et attrapa une lance plantée dans la terre meuble. Très bien, si cela peut flatter ton ego, je suis prête. Elle salua son ennemi provisoire et débuta la charge. Le premier coup visa le buste, le second la cuisse et le troisième l'aine. Tous furent parés par Kaleum avec une certaine aisance. Il braqua le revers de son arme vers la poitrine de son ami qui le balaya à son tour avec une force surprenante. Il semblait se mouvoir en rythme, tel des pas de danse chorégraphiés. Ce n'était là qu'un jeu, une complicité renforcée par une fausse rivalité. L'espace d'un instant, ils n'étaient plus que tous les deux, s'éclipsant du monde. Ils virevoltaient comme deux papillons pris dans une bourrasque. Plus rien n'existait. L'amusement fut de courte durée. Une voix grave et tranchante coupa leurs ripostes amicales. Un homme grand et fort, aux cheveux longs et noirs, l'air renfrogné, se tenait devant eux. La jeune fille se rembrunit en le voyant. « Galia, cesse donc ces enfantillages !» rugit-il. « Dario, ferme-la, Kaleum, elle fait honte à notre famille !» ajouta-t-il avec véhémence. « Une femme ne se bat pas, c'est indigne d'elle !»« Ça, c'est car ton esprit est trop étroit, mon cher frère !» riposta cette dernière avec un sourire railleur. Dario bomba le torse comme pour se donner un air plus redoutable et leva sa main. Elle claqua avec violence le bras du jeune homme qui venait de s'interposer de justesse. « Ne t'avise pas de la toucher !» s'emporta Kaleum furieux. L'assaillant recula, observant les deux jeunes gens avec un œil mauvais. Sa sœur soutint son regard, ses mains serrant de plus en plus fort l'arme qu'elle tenait. « La cérémonie débutera au coucher du soleil. Tâche de ne pas te faire remarquer. Une fois que la flamme m'aura choisi pour être le prochain grand prêtre, je te conseillerais de ne pas rester dans les parages, où la tête de ton ami pourrait bien tomber. Ou la tienne. » Il s'éloigna d'un pas décidé, sans se retourner. Galia sentit la colère exploser à l'intérieur de son être. Elle enfonça la pointe de sa lance aussi profondément qu'elle le put, imaginant que le sol était les entrailles de son aîné. « Quel sale petit enf... » « S'il croit qu'il est plus digne que toi, » coupa son partenaire de combat, « il se méprend. Il n'accédera jamais au pouvoir. »« Et pourtant, il est l'héritier, » souffla la jeune femme. « Selon quoi? La tradition? S'il le pouvait, il aurait déjà tué la grande prêtresse pour prendre sa place. Mais il veut que tout le monde l'admire et être légitime auprès du peuple. »« Mais il l'est !» répéta machinalement Galia. « La tradition veut que la flamme choisisse le plus vieux de la lignée pour la succession. Je n'ai nullement ma place pour gouverner et je ne la souhaite pas. »« Alors on va le laisser faire ?» fulmina Kaleum. « On signe la déchéance de toute la population. »« Et si nous intervenons, ce seront les dieux qui se déchaîneront. Crois-moi, je ne le souhaite pas plus que toi, mais pour le moment nous ne pouvons intervenir. Si je laissais parler ma rage et toi la tienne, ce soir nous condamnerions des innocents. Laissons l'avenir décider et nous aviserons quand le moment sera le plus opportun. » Kaleum se tourna vers sa camarade. Délaissant sa colère un instant, il esquissa un demi-sourire. « Excuse-moi. Tu sais, tu es certainement la fille la plus entêtée que je connaisse. Mais parfois, tu sais faire preuve de sagesse. Et c'est ce qui fait tout mon charme. » Alors que le soleil était sur le déclin, Galia entra dans un bain doux et parfumé. 3 dames de compagnie s'affairèrent à la pomponner. Une lui démêla sa longue chevelure châtain, une autre frotta chaque parcelle de son corps avec un savon au miel, et la dernière prépara sa tenue pour la cérémonie. Quand elle fut sèche, on lui enfila une longue robe blanche, légèrement transparente, ajustée par une ceinture dorée, et on ornementa ses bras et son cou de bijoux étincelants. Elle observa un instant son reflet dans le miroir, comme si une étrangère lui apparaissait.
C'est à ce moment-là que la grande prêtresse, Andariya, fit irruption dans la pièce. Les servantes s'inclinèrent, tandis que la jeune femme la suivit des yeux, l'air inquiet. « Mère, commença-t-elle, que vous ont dit les esprits ?»« D'être prudente, ma fille, lui répondit-elle peu enjouée. Je crains que la prophétie ne dise vrai. Nous courons à notre perte. » Il n'y a donc rien que nous ne puissions faire ? Les dieux décideront ce soir. Nous nous devons de suivre l'ordre des choses. Es-tu prête ? À l'instant. La grande prêtresse secoua la tête. Non, tu ne m'as pas comprise. Es-tu préparée à affronter la flamme si elle te choisit, à endosser les responsabilités qui t'incomberont et à mener notre peuple, comme d'autres avant toi, d'une main juste et responsable ? Il me semble que nous en avons déjà parlé, mère. Je ne désire aucun pouvoir de la sorte. Je tâcherai toujours de me battre pour les miens, quel qu'en soit le prix, mais je n'ai pas les épaules pour porter le monde, contrairement à vous, trancha-t-elle. De grâce, Gallia, nous parlons de milliers de gens. Tu ne peux te soustraire aux exigences divines. Alors quoi ? S'exclama la jeune femme. Sous prétexte d'être supérieur omniscient, je dois céder ma liberté et me plier en quatre pour assouvir leurs désirs ? Je suis la moins bien placée pour tenir les rênes. Tu es juste bornée et égoïste, tu ne penses qu'à toi. Et vous, avez-vous déjà pensé à moi ? Rétorqua Gallia, la voix cassée sous le coup de l'émotion. Vous n'avez toujours eu Dieu que pour mon frère. Je n'ai jamais existé. J'ai toujours été seule dans votre ombre ou la sienne. Et maintenant qu'il se détache de vous, que vos dieux se retournent contre lui, vous venez me supplier de sauver ce qui ne peut être sauvé. Je refuse d'être votre offrande. Je me battrai, arme au poing, contre le tyran qui dirigera si la prophétie dit vrai. Mais jamais je ne serai grande prêtresse. Alors que sa mère ouvrait la bouche pour l'asséner de remontrance, deux hommes, lance en main, pénétrèrent à leur tour dans la petite salle. L'heure est venue. La cérémonie va débuter. La ville émergeait des ténèbres de la nuit, baignée par les flammes dansantes des torches qui flambaient, semblables à de petits soleils sur chaque colonne de marbre. Du palais au sommet de la colline, le chemin en pierre qui serpentait sous l'allée des arches traçait le destin de Dario et Gallia. La grande prêtresse, toute de bleu vêtue, était suivie de son fils et de sa fille. Ce cortège solennel gravit les marches une à une jusqu'à atteindre l'autel. Ils se placèrent de chaque côté de leur mère, qui se retourna vers la population, les bras levés, et entama son discours. « Mon peuple, soyez le bienvenu !» Des acclamations s'élevèrent. « Ce soir, nous allons entamer le rituel de succession. La lune est haute et rouge dans notre ciel étoilé, les astres sont alignés, et la flamme sacrée brûle comme jamais. Les esprits des anciens se sont joints à nos dieux pour célébrer l'avènement. Tous les signes sont réunis et favorables. » Gallia lança un regard en coin à la grande prêtresse, comme si les mensonges qu'elle déblatérait pouvaient éclater sous les yeux des gens. Mais le grain de sa voix était ferme et sûr. Elle continua d'écouter d'une oreille distraite les affabulations qui lui parvenaient de temps à autre, mais ses yeux balayaient la foule à la recherche d'une lueur d'espoir. Quelque part, parmi les sentinelles, elle croisa les prunelles vertes qu'elle connaissait bien. Kaleum lui adressa un clin d'œil, comme pour la rassurer. Les dernières phrases du long monologue retentirent. L'oracle va choisir un nom à inscrire dans le grand livre de notre histoire, et nous allons entamer un nouveau chapitre ensemble. Un avenir radieux s'ouvre à nous, alors embrassons-le. Les manches des épieux frappèrent le sol en rythme, donnant un aspect mystique à la cérémonie. Dario s'approcha de l'autel, droit et fier, les doigts effleurant la flamme qui y oscillait. La chaleur se fit plus forte et la lumière plus vive. Une forme se releva des cendres, dessinant une silhouette féminine dans les émanations. Elle semblait vaporeuse et irréelle. Elle descendit de la table de marbre avec légèreté et grâce, et ouvrit les bras, comme pour accueillir un nouvel enfant en son sein. Dario ploya le genou devant cette matérialisation divine. Elle passa à côté de lui sans le voir, puis se figea sur la première marche, scrutant les petits humains alignés comme des pions, leurs bouches béantes. L'oracle déclara alors « Cet homme n'est pas digne d'être le prochain grand prêtre. Les dieux ont décidé que ce privilège reviendrait à la cadette. Afin qu'elle soit légitimement reconnue, nous demandons une preuve de sa force dans un duel singulier et la mise à mort du perdant. » Des cris de protestation se répandirent dans l'assemblée. Gallia sentit son corps chanceler en entendant la nouvelle. Son cœur se serra, ses poings aussi. Elle releva la tête, fixant l'âme meurtrière de son aîné danser dans ses pupilles. Sur la plateforme circulaire où se dressait l'autel, les deux concurrents se firent face. On donna à chacun une lance à la pointe acérée. Les muscles de Dario se tendirent, tel un taureau prêt à combattre dans l'arène. Il s'appuya sur une jambe, puis l'autre, se préparant physiquement à lancer le coup fatal sans aucune once d'empathie. Le pouvoir, il le voulait, et il l'aurait. La jeune femme ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Son adversaire n'attendit pas une seconde de plus, et profita de son inattention pour frapper le premier. La lame fendit l'air dans un sifflement.
2 pas de côté, ouvrant les yeux, Gallia expira. Elle brandit l'arme à son tour et frôla l'épaule de son frère à son plus grand étonnement. La rage qui se tapissait en lui s'accrut. Il riposta avec une violence inégalée. Les acrobaties s'enchaînèrent à une vitesse folle. L'atmosphère était tendue, leurs esprits s'échauffaient tandis que leur corps s'essoufflait. Le temps était comme suspendu. Alors que la cadette faiblissait sous la force des coups, une ouverture inespérée s'offrit à elle. Elle repensa aux conseils prodigués par Kaleum à leurs entraînements. Devant elle se dressait l'homme qui avait juré de le tuer et qui était également annonciateur d'une grande souffrance dans un avenir incertain. Elle agrippa le manche et d'un geste vif, planta le fer aiguisé dans la trachée de son ennemi. Le sang jaillit. Dario, les yeux écarquillés, plaqua ses doigts contre sa jugulaire, puis tomba vers l'avant. En quelques minutes, le liquide épais et rougeâtre recouvrit les pierres blanches immaculées. Le souffle court, Gallia s'agenouilla aux côtés du cadavre encore chaud. « Voici la grande prêtresse !» annonça la voix de la flamme sacrée. « Courbez l'échine devant elle !» Tout le monde s'exécuta sans dire mot. Que le destin s'accomplisse. L'étrange fumée aux allures de déesse s'évanouit dans l'air, laissant le cérémonial reprendre son cours. Le premier à oser s'approcher de la scène fut Kaleum. Il posa la main sur l'épaule de son amie et l'attira contre son torse pour la réconforter. Elle laissa ses larmes rouler à l'abri des regards curieux. Andaria contempla avec horreur le corps inerte de son fils avant que les sentinelles ne le transportent hors de son champ de vision. Reprenant contenance, elle déposa une couronne argentée sur la tête de sa dernière-née. Les dieux avaient fait leur choix. La nouvelle prêtresse avait regagné ses appartements, encore déboussolée par l'issue qu'avaient pris les événements. Elle fixait son reflet avec une certaine étrangeté. Elle toucha le visage de cet inconnu, parcourant ses traits qu'elle ne connaissait pas. « Gallia ?» Une voix familière s'éleva de derrière la porte. Légèrement chancelante, elle ouvrit. Un jeune homme, grand, blond et aux yeux verts, se tenait dans l'encadrement. Elle se leva dans ses bras. « Tu veux en parler ?» Elle secoua la tête en guise de négation. « Pas pour le moment, non, » murmura-t-elle. « Que fais-tu là? Les sentinelles n'ont pas le droit d'entrer dans mes appartements désormais. »« Mais les amis, si. » Il vérifia que personne n'errait dans le couloir avant de s'engouffrer dans la chambre. Son étreinte se fit plus douce et chaleureuse. Il déposa un baiser sur le front de Gallia sans même se rendre compte. « Excuse-moi. »« Non, ne t'excuse pas. Tu es bien le seul à être là pour moi. Ta présence est certainement la seule que je puisse encore tolérer. Je me sens comme une intruse ici. Et puis comment soutenir leur regard après cet acte abo... » Sa voix se cassa, elle resta interdite. « Tu as fait ce qui devait être fait, » tenta de la rassurer Kaleum. « Nous ne sommes pas maîtres de nos destins. Ils sont liés aux dieux. »« Et tu es d'accord avec ça? Je croyais que nous avions la même vision à ce sujet. »« Bien sûr que non, je n'approuve pas. J'aimerais être libre aussi, mais tu l'as vu toi-même ce soir, il n'y a aucune échappatoire. » Gallia se détacha de ses bras et planta ses prunelles dans les siennes. « Il y en a une. Fuyons. »« Pardon ? Je sais que cela paraît fou, mais si nous partons, alors nous aurons le choix de notre propre destinée. Tu n'as jamais voulu faire partie des sentinelles. Je n'ai jamais souhaité devenir grande prêtresse. Nous avons toujours suivi et fait ce qu'on nous disait de faire sans aucune vague. »« Tu es sérieuse? Tu penses à tous ces gens? À ta mère? Aux représailles ?»« Non, je pense à moi. Je pense à toi. Je suis désolée, Kaleum, mais je ne resterai pas ici à attendre qu'on choisisse à ma place. Aucun dieu, aucune déesse, aucune prophétie n'impactera à nouveau sur ma vie. Je refuse de rester passive. » Le jeune homme admirait sa détermination. La lueur qu'il vit briller dans ses yeux la rendait plus belle que jamais. Il n'osait s'approcher plus, gardant cette éternelle distance amicale. Au fond, lui aussi voulait partir, loin de tout, prendre son destin en main. Tous les deux s'étaient jurés, il y avait de cela bien longtemps, de vagabonder sur les routes, hors de ces terres protocolaires, et d'explorer de nouvelles contrées. Après tout, les rêves n'étaient pas faits que pour être de douces chimères, mais aussi pour vivre de palpitantes aventures. Et que deviendra la population sans prêtresse? C'est qu'un titre pompeux. Ma mère sera ravie de reprendre ses droits et de diriger. Elle est faite pour ça. Si les gens ne sont pas capables de penser et d'agir par eux-mêmes, mais seulement par le biais d'être divins, alors c'est leur choix, et je m'en désole pour eux. À toi de faire le tien. Je te suivrai. Peu importe que tu nous mènes à la potence, je resterai toujours à tes côtés. Elle lui sourit tendrement, comme pour le remercier de sa loyauté. Elle ne fit que contempler son beau visage, sans se hasarder à l'effleurer de ses lèvres. Dans l'obscurité, filant comme deux vagabonds amoureux et éperdus de liberté, leurs silhouettes disparurent, ne laissant derrière eux qu'une couronne d'argent.
Je suis épuisée, mon dieu. Franchement, 3 textes, c'est chaud à lire. Mais honnêtement, on est d'accord, c'était impossible de ne pas en lire un des 3. Celui-ci, il m'a grave emporté. J'ai adoré la personnalité des 2 protagonistes. J'ai trop été frustrée qu'il n'y ait pas un petit béco, mais ça, c'est mon côté romantique. Puis on peut espérer ce qu'on veut, hein. Après tout, ils ont l'avenir devant eux maintenant, hein. Du coup, voilà, c'était les 3 textes coup de cœur pour moi de cette semaine. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à faire des retours aux auteurs, ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des avis sur ce qu'on a écrit. Et bien sûr, je mets le lien de leur Wattpad ou leur Instagram s'ils n'ont pas Wattpad dans la description si vous voulez les suivre et en découvrir davantage sur eux. Je suis sûre que ça leur fera plaisir, du coup n'hésitez pas. Du coup, nous on se laisse là parce qu'il est temps que je boive 1 litre d'eau. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.